Bonjour, mon nom est Gilbert Vachon. Aujourd'hui, on est le 8 août 2021. Ce qui va suivre, c'est ma petite histoire que vous connaissez un peu là, sur l'histoire de ma mère, mais j'en fais des comparatifs maintenant, puis j'aimerais ça que vous l'écoutiez jusqu'au bout, si vous voulez bien. Ça peut durer 15 à 20 minutes, mais ça va comme suit. Récemment, j'ai écouté une mini-série sur Netflix qui a pour titre Seven Seconds. Seven Seconds m'a montré le côté noir de la justice. Alors que les Blancs s'en sortent sans pénalité, les Noirs semblent subir plusieurs injustices, tout cela pour une couleur de peau différente. Ça n'aurait jamais dû être, il faudrait que ça s'arrête. Nous regardons ce genre de série et après on n'en parle plus. Nous trouvons ça épouvantable. Mais peu sinon aucun geste n'est posé et nous attendons que ça se reproduise encore une fois pour être traumatisé et offusqué. Dans cette histoire, un adolescent nommé Brandon aurait pu être sauvé, mais il a été ignoré, négligé, abandonné dans un fossé en plein hiver, pour être découvert 12 heures plus tard. Si le secours avait été mis en place dès les premières secondes, les premières minutes, cet enfant aurait probablement eu la vie sauve. Mais il avait la peau noire. C'est le genre de couleur que la justice, la politique et parfois même nous, les citoyens en général, les voient d'un œil différent. Un œil discriminatoire, un œil de raciste. Ils doivent se tenir debout entre eux pour tenter de se faire inclure dans la société, dans notre monde de justice. Les Premières Nations ont également goûté à cette médecine discriminatoire et cruelle. Est-ce encore une fois à cause d'une couleur de peau, à cause de leur mode de vie différente? Leur créateur n'était pas celui qui devait être vénéré, ce n'était pas la bonne religion. T'sais. Beaucoup de gens ont vu, ont entendu et ont resté muets avec les atrocités que nos, et je dis bien nos Premières Nations, qui sont une grande partie de notre histoire, ont subi, bien malgré eux. Enlèvements, viols, meurtres et quoi d'autre. Ils n'ont pas eu le choix de se tenir debout par eux-mêmes pour faire face à cette discrimination contre les gouvernements passés et présents. Sinon, je ne suis pas certain si ces fameux gouvernements auraient vraiment eu des prises de conscience, même en connaissance de cause. Est-ce avec honnêteté ou hypocrisie que les oreilles s'ouvrent, que les yeux commencent à voir et que les gestes se posent? Est-ce pour se faire réélire aux prochaines élections? Poser la question, c'est pratiquement y répondre. Mais ils avaient la peau rouge. C'est le genre de couleur que la justice, la politique et parfois même nous, les citoyens en général, les voient d'un œil différent. Un œil discriminatoire, un œil de raciste. Ils doivent se tenir debout entre eux pour tenter de se faire inclure dans la société, dans notre monde de justice. Les handicapés, ces gens restreints par leurs incapacités de se faire connaître, se faire entendre, de se faire voir pour tenter d'améliorer leur sort, sont dans une catégorie semblable que les Noirs, les Indiens de nos Premières Nations et d'autres minorités visibles. Les gouvernements leur donnent le droit de parole. Ils écoutent, mais ne semblent pas comprendre. Des personnes comme Jonathan Marchand, que vous pouvez trouver sur sa page Facebook, est aux prises avec la dystrophie musculaire, qui s'est battu et se bat encore pour pouvoir sortir de son CHSLD pour vivre là où il désire comme n'importe quel être humain. Le premier ministre François Legault s'est engagé à mettre en place un projet pilote à l'été 2021 pour sortir les personnes handicapées de CHSLD. Mais dernièrement, M. Legault et son gouvernement ont envoyé une lettre pour lui dire qu'il n'y aura pas de projet pilote et qu'il met fin aux travaux avec Jonathan et Coop Assist. Peut-être peut-on appeler ça de parler des deux côtés de la bouche. Daniel Pilote en a un autre aux prises avec la dystrophie musculaire. Lui aussi doit monter aux barricades pour se faire entendre. Lui aussi, nos élus l'écoutent, mais j'imagine qu'ils ne comprennent pas. Vous pouvez le rencontrer tous les jours de la semaine sur son émission Internet de midi à 13 heures, du lundi au vendredi. Une émission mise sur pied par une personne vulnérable pour rassembler d'autres qui ne trouvent pas être à l'écoute, qui n'ont pas l'écoute, qui ont besoin de nos leaders. Entre eux, ils discutent et se soutiennent. Vous pouvez, vous aussi, les soutenir à l'émission Justice de santé. Vous pouvez retrouver les informations sur la page Facebook de Daniel Pilote. En plus, peut-être, il y aurait peut-être une petite job pour vous. Je pourrais aussi vous parler de Luc Jérôme, un bon gars, puis un gars bien ordinaire, que lui est atteint de paralysie cérébrale, qui lui aussi s'est battu pour pouvoir avoir un lève-personne et transporteur dans son appartement d'un HLM. Suite à son combat pour l'obtention de son équipement, deux autres personnes ont pu se prévaloir à ce genre d'équipement. Bravo, Luc. C'est grâce à des gens comme toi, à petite échelle, qui font des grosses différences. Puis c'est super.
Pour ces personnes de ce dernier segment que je viens de vous parler, malgré qu'ils soient emprisonnés dans leur fauteuil roulant, se tiennent plus debout que bien des gens que je connaisse, puis bien des leaders que je connais aussi. Alors, eh oui, au risque de me répéter, malgré qu'ils soient en chaise roulante, tu sais, le genre d'handicap que la justice, la politique et parfois même nous, les citoyens en général, les voient d'un œil différent, un œil discriminatoire, un œil de raciste. Ils doivent se tenir debout, si je peux m'exprimer ainsi, entre eux pour tenter de se faire inclure dans la société, dans notre monde de justice. Mais au contraire de nos compatriotes, avec tout le respect que j'ai pour eux, de nos Premières Nations, comment pouvons-nous imaginer qu'un groupe de vieillards en marchette et handicapés en chaise roulante sortent dans les rues pour bloquer des ponts, pour se faire entendre, pour se faire respecter? C'est facile dans ces situations pour nos leaders, nos braves élus, d'avoir du pouvoir sur ces gens vulnérables. Oui, facile. Mais moi, je pourrais appeler ça de la lâcheté. Je pourrais en ajouter avec nos sans-abri, ceux aux prises avec des problèmes de santé mentale, suicides et des enfants affamés, tous vivant ici dans notre province et dans notre grand pays. Je crois davantage que les grandes entreprises ont plus de pouvoir de décision et plus d'écoute avec nos leaders. Mais il serait grandement temps d'écouter la base, écouter nos concitoyens. Et oui, avec toute cette histoire, je vous reviens encore sur le cas de ma mère. Depuis plus de 10 ans qu'elle est morte. Elle a pourri, pour ceux qui s'en rappellent, dans sa chambre numéro 172, dans son lit du CHSLD. Nous nous sommes fait mentir d'un bout à l'autre de son passage en enfer. Ici, je ne parle pas en temps de pandémie du printemps 2020, non, mais bel et bien du printemps 2011, un passé qui n'a jamais été réglé. Quand le médecin a vu ma mère le 16 mars 2011, il est entré estomaqué par sa condition physique et psychologique. Les responsables et gestionnaires de ce CHSLD ont intentionnellement, et je le répète, intentionnellement tenu le médecin dans l'ignorance de sa condition de santé. Elle avait un trou de 2 pouces de diamètre où l'on pouvait voir l'os dans le bas de son dos. Une plaie saignante autour de ce trou d'un diamètre de plus de 12 pouces et un fécalome qui consiste en une accumulation de matière fécale qui s'écoulait par en dedans et en dehors. Le tout se rejoignant, plaie, urine, excréments, pour en faire un cocktail qui lui a créé une infection majeure et qui l'aura conduit au fourneau. Puis il nous disait que ma mère était une plaignarde, puis elle n'avait pas d'appétit. Suite à cela, le médecin a demandé de sortir notre mère de ce CHSLD pour la rentrée d'urgence à l'hôpital pour qu'elle reçoive les soins appropriés. Il a décrit qu'elle était surinfectée, qu'elle avait des odeurs nauséabondes et qu'en plus qu'elle était chaude et en fièvre. Pour ma mère, nous l'avons découvert, mais combien d'autres grands-mères et grands-pères ont vécu ce même genre de martyre en connaissance de cause par le personnel et malheureusement sous le silence. À l'hôpital, ils nous ont informé que si elle aurait été prise en charge au début des apparitions des plaies, elle aurait pu être traitée, soignée et avoir encore quelques bonnes années devant elle. Comme le jeune Brandon dans la mini-série 7 Seconds, comme Dave Joyce et Shaquan, et certainement bien d'autres, ma mère a été ignorée, négligée, abandonnée, comme si elle ne valait rien, comme si elle coûtait trop cher à la société. Mais elle était vieille. Tu sais, le genre d'âge que la justice, la politique, et parfois même nous, les citoyens, les voient d'un œil différent, un œil discriminatoire, un œil de racisme ou d'âgisme. Mais comment ces vieux et vieilles peuvent-ils se tenir debout? C'est pour cela que je tente tant bien que mal de tenir debout face à toute cette adversité pour le cas de ma mère, Mme Gilberte Lemieux-Vachon. Je suis encore en forme, je peux marcher et me lever, ce qui est une grâce en soi. Mais je sais aussi que je suis sur l'autre versant de la montagne. Je suis sur le back nine, comme on dirait en expression de golf. Mais à quel trou je suis rendu? Au 10e, le 15e ou sur le départ du 18e? C'est pour cela que j'ai besoin de vous. Il est plus que temps d'agir. La cause de ma mère a été amenée devant l'Assemblée nationale de Québec le 22 janvier 2014. Encore là, je leur ai raconté ce qui s'est passé. Je leur ai donné des recommandations pour améliorer ce système grandement défectueux. Eh bien, ils m'ont écouté, mais ils n'ont rien compris encore une fois. Lors de la commission Charbonneau, j'avais rencontré un des acteurs et un enquêteur de cette même commission.
Lorsque l'enquêteur a su mon histoire et jusqu'où ça avait été, il m'a dit que j'avais pesé sur le mauvais piton de la sphère hiérarchique politique et que je risquais d'avoir des bâtons dans les roues. Lorsque j'avais apporté cette cause à la police, 2013, pour une enquête judiciaire, possiblement criminelle, l'enquêtrice du temps m'a informé qu'elle ne voyait pas grand espoir pour une enquête, mais a tout de même transféré mon dossier au procureur de la couronne du district. Le procureur de la couronne, après son analyse, a conclu qu'avec la conclusion du rapport du coroner qui indiquait mort naturelle, qu'il n'y avait pas matière à ouvrir une enquête. J'ai demandé pour une révision par un autre procureur et j'ai reçu la même réponse. Solidarité, je suppose. Alors j'ai osé leur demander si ma mère, étant dans un centre semi-public, et qu'eux, étant procureurs de la couronne du Québec, les deux entités recevant l'argent de nos fonds publics, y aurait-il odeur de conflit d'intérêts? Alors, maître procureur, d'un ton agacé, me répondit « Non, jamais !» Mais en constatant toutes les magouilles de nos gouvernements passés et actuels, je me permets de douter de leur honnêteté. J'ai peut-être tort, et j'ai peut-être raison aussi. Si vraiment j'ai pesé sur le mauvais piton, alors c'est qui qu'on dérange? C'est qui qu'on protège? Ceux qu'on a élus? Ou bien nos citoyens qui payent leur salaire? La réponse est facile. En 2011, il y a eu une enquête du coroner sur les causes obscures du décès de ma mère. C'est là qu'ils ont découvert toutes les lacunes du système de santé dans ce CHSLD. Mais ce qui m'a interpellé dans ce rapport, c'est les deux derniers mots dans la conclusion du rapport, et ces deux derniers mots étaient, comme on l'a entendu précédemment, mort naturelle. Durant ces 10 dernières années, j'ai demandé qu'il y ait révision de ce rapport pour corriger quelques passages, dont ces deux derniers mots. J'ai essuyé refus par-dessus refus, soit disant que ce rapport avait été fait dans les règles de l'art et qu'aucune modification ne sera apportée. J'ai dû prendre mon respire à maintes reprises. Mais à l'hiver 2021, j'ai encore une fois fait la demande à la coroner-chef du Québec pour une révision. Elle m'avait répondu que tout avait été fait selon les règles et qu'aucun changement ne sera apporté. Alors, me relevant les manches, je lui ai écrit ma déposition de 99 pages en indiquant les erreurs, que les rapports médicaux n'avaient pas été consultés adéquatement et que le décès de ma mère n'était pas une mort naturelle, mais bel et bien une négligence qui l'a conduit à la mort. Suite à cela, maître la coroner en chef a communiqué avec moi via téléphone pour me faire part que j'avais raison et que le rapport sera révisé et amendé. Et je l'ai remercié pour cela. Le 10 mai 2021, le rapport indique maintenant que ce n'est plus une mort naturelle. Enfin. J'ai eu la chance, à quelques reprises, de raconter à certains médias mon histoire, ou devrais-je dire l'horreur que ma mère a subie. Au TVA Nouvelles en 2011, à Jean-Luc Mongrain en 2011 aussi. Et ces reportages ne sont plus accessibles sur leur site Internet. J'ai demandé si je pouvais avoir une copie et ils me les ont vendus. Merveilleux. Mais si je veux les utiliser, cela me coûtera 20 la seconde pour les utiliser et ils veulent aussi savoir quelle en sera mon utilisation. De quoi ont-ils peur? Je peux comprendre le rôle des journalistes. Ils grugent la viande sur l'os et ensuite ils passent à une autre histoire, à un autre appel. Je ferais probablement pareil. Si tu veux ta paye, il faut que tu écoutes le boss. J'ai aussi été invité à me raconter à d'autres médias. Je n'ai jamais refusé une invitation à parler du cas de ma mère, du cas des aînés en général. C'est important de garder ces conversations vivantes. Le temps avance et bien souvent, on ne le voit pas venir. J'ai participé à un récent reportage du groupe québécois Média qui s'appelle Indignité. Un reportage assez choc sur les aînés morts en CHSLD, entre autres. Ça a sorti le 5 décembre 2020. C'est tellement choc et d'actualité qu'ils l'ont passé sur une chaîne payante. Seulement ceux qui peuvent se le permettre ont pu et pourront voir ce reportage en primeur pendant que Québécois est subventionné de près de 14 millions de dollars par année par notre gouvernement. Ils prennent nos histoires horribles, font leurs arrangements au montage et au lieu d'en faire profiter à tous les citoyens du Québec, ils préfèrent faire un coup d'argent avec les malheurs des autres. Et le plus drôle, ils ont appelé ce reportage Indignité. C'est à se regarder dans le miroir. Bravo, Monsieur le Monde. Bravo. Chapeau, mon pédalo. N'attendez pas d'être rendu une victime pour vous défendre.
pour vous préparer, car il sera trop tard. Lorsque vous serez à genoux, ils auront le pouvoir sur vous. J'ai publié mon livre qui dénonce les lacunes que nous avons vécues et je voulais partager pour que vous ne subissiez pas les mêmes traitements ou du moins avoir une petite idée quelles questions poser si l'un de vos proches ou vous-même entrez dans un CHSLD. Je l'ai aussi publié sur Facebook. En quelques jours, quelques dizaines et même centaines ont réagi d'une forme ou d'une autre. Les réactions ont été correctes, mais sans plus. Le titre du livre, pour que vous sachiez, est « Vous étiez là pour moi ». J'ai publié une folie sur Facebook aussi, où j'étais devant mon écran de télévision avec une arrière-scène de plage dans les Caraïbes. Pendant le début, ça c'était pendant le début de la pandémie, oui. En quelques jours, des milliers, mais des milliers de réactions et plus de 5000 visionnements. Plusieurs avaient regardé la vidéo jusqu'au bout et ont ri, parce qu'ils ont bien vu quand je m'éloignais de la télévision, ben, c'était juste une vidéo pour faire rire le monde. Et plusieurs, par exemple, m'ont lancé des bêtises, car sans avoir visionné la vidéo au complet, croyaient que j'étais en train de me la couler douce dans le sud au soleil. C'est pour dire comment les distractions, les tourbillons peuvent souvent avoir plus d'ampleur et d'effet sur les vérités et souvent nous faire oublier l'essentiel. Pensez-y juste un instant. Pour conclure avec ce nouvel élément essentiel du rapport du coroner amendé, j'ai demandé à la police de réouvrir le dossier de ma mère pour le remettre en marche, l'enquête judiciaire, et qui sait criminel sur son décès nébuleux et obscur. Nous connaissons les coupables et ils le savent très bien. Si tu blâmes la base, nous savons très bien que la tête est tout aussi responsable et c'est probablement pourquoi ils se sont votés l'impunité. En 2021, la police a fait son enquête préliminaire et c'est de retour entre les mains du DPCP. Espérons qu'ils y verront les crimes odieux, qu'ils reconnaîtront les coupables et que justice soit faite et entendue. Alors j'imagine d'ici quelques semaines, quelques mois, j'aurai des nouvelles d'eux. Je vous tiendrai au courant. La cause de Gilberte Lemieux-Vachon n'est pas seulement la cause de ma mère, mais bel et bien de tous les aînés du Québec et même du Canada, car cela se passe partout. Nous avons tous un aîné dans la famille et nous sommes tous un aîné pour quelqu'un d'autre. Alors, ça nous concerne. En parallèle, ce que j'espère de tout mon cœur, c'est de démontrer, sachant que tout le monde le sait déjà, comment notre personnel de la santé est bafoué et non respecté. 1. Nombre insuffisant du personnel. 2. Leur salaire devrait être compétitif au métier de la construction. 3. L'omerta doit impérativement cesser. 4. Les menaces, s'il y en a des gestionnaires, doivent prendre fin. J'aime nos travailleurs de la santé et malheureusement, ce que je suis en train de faire, et je n'ai pas le choix, c'est de les blâmer de ce qui s'est produit dans le cas de ma mère. Alors, je dois m'en prendre à nos travailleurs de front qui sont fatigués, ce qui peut engendrer de commettre des erreurs qui peuvent être irréparables. Avec tout ce manque de support, ils ont tué ma mère. C'est malheureusement eux qui seront condamnés et iront en prison. Durant ce temps-là, certains lâches se prélassent avec leur belle impunité et leur futur chèque de pension qui les attendent. S'il vous plaît, infirmières, infirmiers et préposés, osez dire ce qui ne va pas dans votre environnement. Je n'ai pas grand pouvoir, mais j'irai aux barricades pour vous. Et vous, nos leaders, qu'allez-vous faire? Nous ne parlons pas de robots ici, mais d'êtres humains. Votre support et votre aide en partageant cette vidéo et ce texte est impératif. Ce message doit faire le tour de la nation, sinon le tour de la planète. Tout ce que j'avance dans ce récit est fondé. J'en prends la responsabilité. Ne cédons pas à la peur. La peur a un pouvoir extraordinaire. Elle provoque la paralysie et fige sur place ceux et celles qu'elle saisit. L'absence de peur est un puissant facteur de transformation. Alors, il est grand temps de nous transformer. Cessons d'avoir peur. Nous avons tous besoin d'un de l'autre. S'il vous plaît, partageons en grand nombre et en toute confiance. Merci, mon nom est Gilbert Vachon.